Coucou, c'est le tutorat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de corriger la colle du E3 du jeudi 3 mars 2016. Ensemble, nous allons revoir les QCM 4, 5, 8, 20, 24 et 37. Intéressons-nous tout d'abord au QCM 4. Une fente de largeur B égale 50 micromètres est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde 500 nanomètres. On observe la diffraction de la lumière sur un écran placé à une distance D est égale à 1,5 m de la fente. L'item A est un item de calcul qui nous propose de calculer la largeur de la tâche centrale. Attention tout d'abord à bien mettre toutes les unités dans l'unité usuelle. Ce qui veut dire que la largeur B est égale à 50 fois 10 puissance moins 6 mètres, que la lumière monochromatique de longueur d'onde 500 nanomètres sera donc égale à 500 fois 10 puissance moins 9 mètres, et la distance D est bien sûr toujours en mètres, soit 1,5. On rappelle que comme on observe un phénomène de diffraction par fente fine, de ce fait la largeur de la tâche centrale est de L soit égale à 2I, c'est égal donc à 2 lambda D sur petit b. Donc la largeur de la tâche centrale sera égale à 2 fois 500 fois 10 puissance moins 9 fois 1,5 sur 50 fois 10 puissance moins 6. Ensuite, il faut bien sûr tout simplifier, ce qui nous fait du 3 fois 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 5. On rappelle que 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 5, c'est aussi égal à 10 puissance moins 7 plus 10 puissance moins 5, enfin fois 10 puissance moins 5, ce qui nous donne 3 fois 10 puissance moins 2 mètres, soit 3 cm. L'item A est donc faux. La largeur de la tâche centrale diminue lorsque la largeur de la fente augmente. C'est vrai d'après la formule qu'on a vue. On rappelle que L, grand L est égal à 2 lambda D sur petit b. On voit bien que la largeur de la tâche centrale est inversement proportionnelle à la largeur de la fente. La distance entre les deux taches lumineuses s'appelle interfrange. C'est faux, on rappelle que pour une diffraction de la lumière par une fente fine, l'interfrange c'est la distance entre les deux points d'intensité minimum. On rappelle aussi que des points d'intensité minimum sont des franges qui sont sombres. Pour une fente de 25 micromètres, l'interfrange est de 3 cm. C'est vrai, on rappelle que l'interfrange est égale à lambda d sur petit b. Attention à ne pas confondre interfrange et donc ce qu'on avait calculé en A qui était la largeur de la tâche centrale. On rappelle que la largeur de la tâche centrale c'est 2 fois l'interfrange. Et bien l'interfrange est donc de 3 cm. Et de 3 cm c'est vrai. En effet, on rappelle que I est égal à lambda d sur petit b. Et donc I sera égal à 500 fois 10 puissance moins 9 fois 1,5 sur 25 fois 10 puissance moins 6, ce qui sera égal à 3 fois 10 puissance moins 2 mètres, soit 3 cm. Et enfin, l'item E, la diffraction modifie la longueur d'onde de la lumière incidente. C'est bien sûr faux, la diffraction conserve la longueur d'onde. Continuons avec le QCM 5, soit deux objets, A1B1 et A2B2. L est une lentille convergente, F son foyer objet et F' son foyer image. On sait que AJ est l'image de A1B1. Tout d'abord, le jour du concours, il faut absolument que vous ayez des stylos de couleurs différentes afin de pouvoir tracer les traits de construction et pouvoir les différencier, mais aussi une règle afin de pouvoir mesurer les différentes longueurs. L'item A nous dit que OF' est supérieur à OA3. C'est vrai, on utilise le fait que HI soit l'image de 1B1 pour construire F. Et donc, en effet, on peut voir que l'image, donc on a dit, d'une lentille convergente donc, est réelle, elle est inversée et elle est plus grande. Ensuite, il suffit de tracer donc les deux traits de construction afin de trouver f'. On rappelle aussi que bien sûr les valeurs absolues de OF' sont égales à OF. L'item B nous disait que OF est supérieur à OA2. C'est faux, en effet le foyer objet est le symétrique du foyer image par rapport à la lentille. Graphiquement, on peut voir que OF est inférieur à OA2. Attention, ici on parlera de mesure algébrique. Et si jamais on regarde un peu plus loin, on voit que ça signifie que l'objet est situé plus près du foyer objet et l'image sera donc virtuelle. A2B2 est un objet réel, c'est vrai, A2B2 est situé avant la lentille, c'est donc bien un objet réel. Si A2B2 était situé après la lentille, on aurait un objet virtuel. L'image de A2B2 est réelle, par contre là c'est faux, en effet par résolution graphique, on a pu montrer que l'image était virtuelle. L'image de A2B2 est inversée, c'est faux, l'image est droite. Encore une fois, par résolution graphique, on peut voir que A2B2 est un objet réel, du coup son image sera droite. QCM8. Un objet AB est observé à travers un microscope modélisé par deux lentilles L1 et L2 qui fournissent des rayonnements lumineux suivants. L'item A nous disait que le grossissement de l'objet AB par l'objectif est égal à O1E sur O1A. C'est faux, attention à ne pas confondre grossissement et grandissement. Dans le cas d'une lentille, le grandissement gamma sera égal à la position de l'image sur la position de l'objet. L'image obtenue par la lentille L1 est placée au point E, donc gamma sera égal à O1E sur O1A. C'est donc bien le grandissement de l'objet AB par l'objectif est égal à O1E sur O1A.
Le point H est le foyer objet de la lentille L2. C'est faux. Il faut savoir que le point H est le point de l'axe optique par lequel ressortent les rayons incidents parallèles à cet axe. Il s'agit du foyer image de L2. On rappelle que dans un microscope, l'image intermédiaire, EG, est placée au foyer objet de L2. De plus, vous savez qu'un microscope est composé de deux systèmes convergents. Le foyer objet de la seconde lentille est donc forcément placé avant la lentille en question. Le foyer image de la lentille L1 est placé sur le foyer objet de la lentille L2. C'est faux, ici le microscope est réglé pour une vision à l'infini. Donc l'image, et non pas le foyer image, obtenu par L1 est placé sur le foyer objet de L2, qui est le point E. L'intervalle optique est DE, c'est vrai. On rappelle que l'intervalle optique d'un microscope est la distance entre le foyer image de l'objectif L1 et le foyer objet de l'oculaire L2. L'intervalle optique est donc égal à DE. L'image de l'objet EG est placée à l'infini. C'est vrai, les rayons émergents du microscope étant parallèles entre eux, ceux-ci étaient réglés pour une vision à l'infini. L'image de l'objet EG par le microscope est rejetée à l'infini. QCM20. On considère une artère sténosée. Dans la partie saine, le sang s'écoule à une vitesse de 0,08 m par seconde. La partie pathologique a un rayon de 1 cm. Le débit sanguin vaut 6 litres par minute. On rappelle que la première chose à faire dans les QCM de Karcher est bien sûr de convertir les unités. C'est le cas de l'item A qui nous demandait si le débit est bien de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres cubes par seconde. C'est faux. En fait, pour passer des litres par minute au mètre cube par seconde, il suffit de multiplier donc le 6 par 10 puissance moins 3 sur 60, tout simplement parce qu'un litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes et que une minute est égale à 60 secondes. Ça nous donne, donc on a dit 10 puissance moins 4 mètres cubes par seconde. Item B, le rayon de la partie saine vaut 1,5 cm. C'est faux, on rappelle bien sûr que le débit sera égal en fait à la surface multipliée par la vitesse. La surface est donc égale au débit sur la vitesse. On vient de calculer le débit, 10 puissance moins 4. La vitesse, on rappelle que c'est 0,08 mètres par seconde moins 1. Et en rappel, on vous a dit que c'est égal à 1 douzième. Donc c'est égal à 12 fois 10 puissance moins 4. On rappelle aussi maintenant que la surface de section d'un cylindre, donc c'est égal à en fait pi fois le rayon au carré, ce qui est égal à 3 fois le rayon au carré, soit 12 fois 10 puissance moins 4. Comme on a un rayon au carré, il faudra bien sûr passer la racine, et 4, en fait la racine de carré de 4 est égale à 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. L'item est donc faux. Dans la partie pathologique, le sang s'écoule à une vitesse de 0,3 m par seconde. Et bien pour calculer cette fois-ci la vitesse, toujours notre débit multiplié par la surface de section multipliée par la vitesse, soit la vitesse est égale à D sur S. On a calculé le débit, 10 puissance moins 4. La surface de section, c'est pi fois R au carré, ce qui nous donne un 10 puissance moins 4 sur 3 facteurs de 10 puissance moins 2 au carré, soit 10 puissance moins 4 sur 3 fois 10 puissance moins 4, ce qui est égal à un tiers, soit 0,3 m par seconde. Dans la partie pathologique, le sang s'écoule à une vitesse de 3 fois 10 puissance moins 3. C'est faux, on vient de calculer la vitesse du sang. Et item E, on nous rappelle aussi que 1 cm d'eau est égal à 100 pascal, c'est vrai et il faut le savoir le jour du concours. À propos de la mesure de la pression artérielle, on rappelle que la pression artérielle varie au cours du temps entre une valeur maximale qui est la pression systolique et une valeur minimale qui est la pression diastolique. Pour mesurer la pression artérielle, on va utiliser un brassard qui sera mis autour du bras au niveau de l'humérus de l'artère humérale. Le stéthoscope est placé en face de l'artère humérale au niveau de la gouttière bicipitale interne, au-dessus du pli du coude. Le gonflage se fera à une pression qui sera supérieure à la pression systolique, permettant ainsi de faire un garrot. Ensuite, on va dégonfler progressivement, donc on a dit le brassard, afin d'analyser plusieurs bruits. En effet, quand la pression est supérieure à la pression systolique, on a un arrêt circulatoire et on n'a aucun bruit. Lorsque la pression systolique, lorsque la pression sera comprise entre la pression systolique et la pression diastolique, j'aurai un souffle systolique. Et lorsque la pression sera inférieure à la pression diastolique, on n'aura plus de compression, l'écoulement sera laminaire, on n'aura donc plus de bruit. Et après, donc, on peut détecter des souffles, donc on a dit qu'il permettra de mesurer la pression diastolique et systolique. Lorsque j'ai l'apparition du bruit du souffle, c'est une pression systolique, et lorsque j'ai la disparition du souffle, j'aurai la pression dystolique. Ce qui permet en fait d'invalider l'item A et D et valider l'item B, C et E. QCM 37. Lors de l'interprétation d'un gaz du sang d'un patient, on détecte une alcalose respiratoire. Cela signifie que, alors l'item A et B étaient reliés, on demandait si la PCO2 en fait était supérieure ou inférieure à 42 mg de mercure. En fait, la PCO2 est inférieure à 42 mg de mercure. En effet, il faut savoir qu'au niveau des valeurs physiologiques, sont comprises entre 38 et 42 mg de mercure. Si je suis en dessous de 38 mg de mercure, alors j'alcanalise le sang.
La concentration de bicarbonate sera supérieure à 24 millimoles par litre. C'est faux. Il ne s'agit pas d'une alcalose métabolique, mais d'une alcalose respiratoire. Lors d'une des causes de cette situation peut être l'hypoxie. C'est vrai, en fait, en hypoxie, le réflexe physiologique, c'est une hyperventilation. Du coup, on va rejeter beaucoup plus de CO2 et donc on va alcaliniser en fait l'air qui sera expulsé. La compensation peut se faire par une hyperventilation. C'est faux, en fait, on rappelle qu'on a une alcalose respiratoire, on a donc un trouble respiratoire. On va donc devoir compenser avec donc, les bicarbonates et en fait, on va avoir une diminution des bicarbonates dans le sang.